ça devrait marcher. Ouais, bonsoir à tous. Du coup, on est deux membres de l'association du KERM, qui est la monnaie locale complémentaire qui va se lancer là à Grenoble. Donc, Émilie et Chantal. Et on est là vraiment pour essayer de discuter de ce thème-là avec vous ce soir. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie, dont vous avez envie qu'on discute au fur et à mesure de la présentation déjà, puis après, sans problème, on est vraiment là pour ça. Je te laisse commencer. Oui, donc je ne suis pas toujours avec Émilie pour présenter ça, mais comme j'y suis, je rajoute une petite partie historique qui peut être relativement intéressante. C'est toujours intéressant de savoir en effet comment les choses évoluent dans les pratiques et pourquoi les idées viennent. Donc pour moi, les monnaies, moi qui suis la grande histoire depuis 20-25 ans, les monnaies locales sont nées aussi beaucoup de reprise en main de la volonté des échanges, du sens des échanges, de l'humanité aussi entre les échanges, on va dire ça comme ça, par les SEL qui sont nés dans les années 80. Il y a plus de 25 ans, voilà. Les SEL, système d'échange local, donc tout le monde connaît, personne ne connaît, système d'échange local, donc on fait un catalogue, on propose échange, offre et demande, et tous les adhérents vont pouvoir, sur tous les sujets, comme avec la monnaie officielle, échanger. Et ça a été de belles initiatives qui ont permis à des personnes qui étaient isolées aussi bien de retrouver le sens humain des échanges, mais aussi de rencontrer des fois et de sortir de leur milieu, aussi bien des personnes marginalisées par leur situation sociale que des personnes qui étaient avocates ou profs et qui se rencontraient simplement parce que justement un sens était à retrouver. Voilà. Et parallèlement, quand les SEL sont nés dans les années 96 à peu près, le gouvernement Jospin a institué un ministère qui s'occupait de solidarité nationale avec un ministre qui s'appelait Guy Asquette qui avait demandé un audit sur la richesse. Cet audit sur la richesse a donné comme conclusion, c'est Patrick Vivray, pour certains qui le connaissent peut-être, c'est Patrick Vivray qui a fait cet audit sur la richesse, entre autres, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu, et il est ressorti que une catastrophe telle qu'un pétrolier comme la Moco Cadiz qui lâchait son mazout sur les côtes faisait remonter le PIB alors qu'on était sur la gestion d'une catastrophe. Donc ce n'était pas du tout, sous ce regard-là, on n'est pas du tout sur un indicateur de richesse. En tout cas, si la richesse, en effet, c'est le nombre de zéros qu'on accumule, et pour moi ce sont bien des zéros que l'on accumule sur un compte, c'est en effet zéro sur le plan du bien-être social. Donc de cet audit sur la richesse et de ces constatations-là quand même, prise de conscience politique, un programme sur ce qui a été les premières monnaies, enfin sur le lancement, on va dire, de l'idée des premières monnaies locales en France a été fait. Ça s'appelait le sol à l'époque. Enfin, il y a toujours du sol, ne serait-ce qu'à Toulouse, hein, avec des billets, qui a été financé par l'Europe, avec quelques départements qui ont fait les essais. Nous aussi, à Grenoble. Comment dire, ça s'est arrêté par manque de subventions. Ceci dit, entre-temps, on a eu le temps d'infuser avec notre chargé de mission, ne serait-ce que l'équipe qui a à Lyon créé la Gonette, qui est une monnaie locale, ainsi que l'élève, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par financé par l'Europe ? Alors le premier programme, oui, de sol, de monnaie locale complémentaire sur cette prise de conscience du sens des échanges, a été financé par l'Europe, puisqu'on avait affaire à une commande ministérielle à ce moment-là. C'est ce que j'en sais. L'Europe se portait garant de la garante. Ah non, mais l'Europe a financé ce projet, tout simplement. C'était un projet qui était censé redonner du sens aux échanges, pas seulement d'ailleurs sur la valeur économique, mais aussi sur la valeur temps, par exemple. C'est pour ça que j'ai parlé aussi des SEL. C'était un petit peu dans certaines prises de conscience, aussi bien, je dirais, des populations qui en avaient besoin au niveau humain, qui ont créé des SEL, parce que les SEL, quand on faisait des intercelles nationales, enfin, en tout cas moi, quand j'y participais, on se rendait compte qu'il y avait différentes façons de pratiquer un SEL, avec subvention ou sans, la plupart du temps sans, puisqu'on recrée des valeurs, on recrée une certaine liberté dans l'échange. Voilà. Mais
Sur le plan national, on commençait, enfin moi j'entends parler de crise économique depuis 1975, enfin moi je vis psychologiquement dans cette idée-là, hein, et j'ai pas l'impression, depuis 1975, on a l'impression quand on arrive que c'est tout neuf, non, moi je vis là-dedans, enfin je supporte, bref, j'entends cela en tout cas dans la société, et au début c'était très difficile pour moi, et depuis que je suis rentrée dans toutes ces créations, je peux affirmer qu'en effet ça m'a nourri. Voilà. Donc pourquoi je peux pas, je ne suis pas une technocrate, hein, moi je suis une thérapeute, donc je ne connais que le grand sens des choses. Hein. Donc pourquoi l'Europe? Parce que c'était des prises de conscience à ce moment-là. La question c'est comment l'Europe, pas pourquoi l'Europe. Ils ont donné de l'argent. Ah, pourquoi, pardon? C'était des frais de fonctionnement surtout. C'était Bah, pas... Oui, c'était pour que le projet, oui, parce qu'un chargé de mission comme on a eu à Grenoble, une chargée de mission, elle avait tout le département. Sur le plan humain, ça s'est terminé avec un prud'homme quand même, parce que voilà, il y a des aventures qui sont humainement agréables et qui dans le concret se terminent aussi. Enfin voilà, il faut intervenir l'humain dans tous ses états et c'est l'histoire qui se déroule habituellement. Mais on ne va pas prendre peut-être trop de temps sur cette historique-là. Donc pour en arriver au Cairn, donc le sol sur Grenoble s'est arrêté puisque les subventions, quand les subventions européennes se sont arrêtées, les subventions locales sont arrivées, métro, mairie, etc. Et puis là aussi, ça s'est tari, parce que au niveau des politiques locales, c'est davantage les accorderies qu'on avait envie de soutenir. Enfin voilà, de toute façon, ils font un petit peu les sauts de puce, hein, aussi dans les soutiens. On ne nourrit pas forcément, enfin bon, c'est comme ça, on peut observer. Donc les subventions sont arrêtées, et là-dessus, la municipalité nouvelle est arrivée, je l'appelle comme ça, qui avait dans son programme l'idée de soutenir des projets comme ça. Donc ils ont impulsé les premières réunions. Les réunions, il y avait quand même entre 150 et 200 personnes qui étaient très intéressées par le sujet. On sentait que c'était quelque chose qui, avec les évolutions économiques mondiales, commence à intéresser de plus en plus de monde. Et puis en toute autonomie, bien évidemment, de plus en plus de bénévoles se sont intéressés. On en est à la 3e génération. Émilie fait à peu près partie de la 3e génération de bénévoles. Et nous allons lancer la monnaie, puisque tout est prêt pour l'instant. Quelques subventions aussi pour fonctionner au mois d'octobre. Voilà, on peut démarrer. Je pense, à moins qu'il y ait une question sur cette petite introduction. Donc le Cairn, voilà, comme je le Chantal, c'est vraiment une monnaie qui est citoyenne. C'est un collectif de citoyens grenoblois, mais pas que, de tout le bassin de vie en fait, qui s'est monté en association et qui prépare ce projet depuis à peu près 2 ans. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Et donc on en arrive à ce point-là aujourd'hui où on peut vous présenter le projet de monnaie locale, en théorie, ce que c'est et pourquoi on y croit, et puis concrètement comment ça se déroule et comment ça va se dérouler sur le territoire du bassin de vie de Grenoble dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc d'abord peut-être faire un petit point pour qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale complémentaire? Vous arrivez à voir? Oui, ouais, c'est bon. Okay. Du coup, évidemment, déjà, c'est une monnaie, c'est un moyen de paiement. Une monnaie locale complémentaire, donc le Cairn, le but c'est de s'échanger des biens, enfin c'est d'acheter des biens, c'est de s'échanger des services. Donc c'est vraiment, c'est de l'argent, quoi. Ça sert à réaliser, enfin, tous les achats qu'on réalise au quotidien, mais sur un support différent. Donc là vous avez des visuels un peu qui correspondent pas aux billets effectifs, parce que donc ça c'est les billets zéro, mais qui vous donnent une idée des styles qu'on a adoptés dans notre charte graphique. Cette monnaie, elle a une particularité, c'est qu'elle s'échange sur un territoire donné. Ce territoire-là, en fait, donc on voit là sur cette carte-là, vous avez Grenoble au centre ici, et donc il y a tout le bassin de vie grenoblois qui part côté Grésivaudan, qui part en dessous dans le Trièves, sur le Vercors, enfin, voilà, il y a tout cet espace qui a été défini comme étant la zone d'échange du Cairn. C'est pas un territoire qui a des limites absolues, complètement fixes et complètement rigides, c'est plus un territoire qui doit avoir une cohérence, en fait, à la fois pour que sur ce territoire-là, il y ait assez de gens qui aient envie de s'échanger du Cairn et qui aient des transactions économiques, et puis que ce soit aussi un territoire sur lequel il y a assez de production et
de gens qui vendent différents produits pour que en fait, toute la boucle du circuit économique puisse se réaliser en partie sur ce territoire-là. Donc c'est ça qui a défini un peu les limites géographiques et cette emprise spatiale que vous voyez sur cette carte ici. Et la troisième chose qui est importante à bien comprendre, c'est que c'est une monnaie qui est complémentaire. Le but du cairn, en aucun cas, c'est de remplacer l'euro. C'est toujours d'accompagner l'euro, mais jamais de le substituer complètement. Donc 1 euro égale 1 cairn, ça c'est une obligation légale, on est sur des monnaies à parité. Et ce qui facilite aussi grandement les transactions. Et donc le but, c'est pas du tout de créer un repli sur cette zone géographique donnée en disant bah nous on va fonctionner en cercle fermé sans s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est de dire sur ce territoire il y a des choses, on pense que ça a plus de sens de le faire fonctionner en économie locale, pour ça on utilise des cairns, et puis il y a toutes les connexions avec le monde extérieur dont on ne peut pas se passer et qui sont nécessaires, et pour ça on utilise l'euro. Mais voilà, le but c'est vraiment d'articuler un petit peu ces deux aspects et de ne pas chercher à en faire un symbole identitaire qu'on revendiquerait de manière exclusive par rapport à l'euro. C'est vrai que c'est souvent une des réflexions, une des questions qu'on a par rapport à ces monnaies-là. Et là, on n'est pas du tout dans cette optique, ouais, exactement. Voilà, donc ça, c'est une monnaie locale complémentaire. Ça a une existence juridique et légale, en fait. Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'économie sociale et solidaire, qui est passée en 2014, et qui est venue poser un cadre juridique, en fait, qui permet d'encadrer le fonctionnement des monnaies locales complémentaires, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec, et qui vient aussi bien rappeler à tous ceux qui s'en servent, et notamment que ce soit des partenaires économiques ou les particuliers qui s'en servent, qu'on n'est pas là sur une monnaie au black, ou on n'est pas là sur du détournement fiscal. Voilà, quand on pratique les échanges en monnaie locale complémentaire, on paye la TVA, on paye ses impôts, on paye... Enfin voilà, on est dans le système économique auquel sont soumises les activités marchandes classiques, mais on utilise un canal détourné qui permet de redonner du sens aux échanges économiques auxquels on contribue. En France, le cairn à Grenoble, c'est pas du tout un phénomène isolé en fait. En France, aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de monnaies locales complémentaires qui sont en train de se mettre en route ou qui sont déjà en route depuis un moment. La carte qui est là, elle vous indique les différents projets. Elle est pas tout à fait à jour par contre. En fait, il y en a plus que ça. Ça me donne l'occasion justement de préciser que le sol, même s'il s'est arrêté au niveau des subventions, a continué de toute façon sa mission, avec des bénévolats d'ailleurs, et organisé justement, ce qui a permis aussi la création de différentes monnaies sur le territoire, c'est que ça a quand même permis une marque et un réseau qui a permis. Voilà. Les monnaies se sont libérées, pas forcément, elles n'ont pas forcément créé de sol. Il y avait en effet des paramètres techniques qui ont fait que tous les territoires ne pouvaient pas appliquer le sol, mais en tout cas, il a au moins joué ce rôle de fédérateur de toutes les initiatives. Vous avez de mentionner le sol, vous pouvez me rappeler qu'est-ce que c'est le sol? Le sol, c'était donc la première initiative de monnaie locale qui a été proposée suite à une étude gouvernementale à l'époque de Jospin. C'est le nom de la monnaie, sol. Voilà, c'est le nom qui a été donné. Donc il y a, de cette expérience est arrivé quand même parmi les 5 départements qui ont expérimenté, dont nous qui avons arrêté. On avait aussi créé une association locale avant d'arrêter complètement. Mais à Toulouse, il y a eu une belle conjonction entre un entrepreneur et puis la mentalité des élus, ou d'un élu, et donc évidemment ça a rassemblé les forces et ils sont allés jusqu'à la création de monnaies telles que nous allons en lancer une au mois d'octobre. À Toulouse, mais c'est dans l'expérience du sol, c'est le seul endroit où on a sorti des billets. Mais par contre, tous les points que vous voyez, c'est des endroits où on a sorti des billets. D'une façon plus ou moins... et des couleurs différentes. Ça, c'était pour représenter les monnaies qui étaient en projet ou déjà en cours. Mais la carte, elle date un peu, il faudrait qu'on la change en fait. Elle n'est pas actualisée. Mais voilà, à Toulouse, il y a le sol violette. Plus proche de nous, à Lyon, il y a la Gonette. À Chambéry, il y a l'Élève. Dans le Puy-de-Dôme, il y a la Doum. Enfin voilà, c'est vraiment... À Annecy, ils sont en train de lancer la Gentiane. C'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et qui concerne des territoires assez différents
Il y en a qui sont portés davantage par des collectifs de citoyens, des fois c'est davantage par des municipalités ou par des commerçants. Voilà, il y a un peu toutes les configurations en fait qui existent. Le principe reste le même, voilà, d'être complémentaire sur un territoire donné et puis de participer aux transactions. Mais ça essaime beaucoup et ça essaime aussi à l'échelle internationale en fait. Ça c'est des mouvements qui sont qu'on connaît au Brésil, qu'on connaît en Angleterre, qu'on connaît... On a connu bien avant, en effet, hein, Ouais. au moment des crises très très importantes financières. Voilà, les systèmes de monnaie complémentaires, mais qui deviennent à ce moment-là parallèles et permettent vraiment la survie quand même de certaines sociétés qui s'écroulent. Ça existe, et puis ça, l'histoire de la monnaie, hein, voilà, c'est vieux. Mais en tout cas, récemment, dans les expériences, les monnaies locales, c'est pas les premières. On n'en est pas aux premières expériences. Ouais. Voilà. Et du coup, bah voilà, encore quelques exemples là. L'abeille, c'est la plus vieille monnaie locale encore en circulation en France. Donc, pour vous donner une idée, elle est pas très vieille quand même, puisqu'elle date de 2010. Elle a été lancée en 2010. Donc, ça veut dire qu'on a quand même, sur des monnaies qui soient encore en circulation, on a un recul de quelques années, mais qui n'est pas non plus complètement énorme, quoi. Ça fait pas 25 ans que ça tourne. Donc ça, c'est du côté de Villeneuve-sur-Lot. Mais on va dire que ces éléments de recul, là, donc de quelques années, ils sont compensés par le fait qu'il y a des monnaies qui ont mis en place vraiment aussi des systèmes de suivi pour voir qu'est-ce que ça fait en fait sur leur territoire, ces monnaies-là. Et le Shko, par exemple, donc, qui est une monnaie qui marche très très bien en ce moment et qui est une de celles qui a pris vraiment une énorme ampleur, donc celle-là, elle concerne le Pays Basque. Et donc il y a à la fois le projet de monnaie locale complémentaire et aussi, eux, ils mettent fortement en avant les aspects identitaires et territoriaux parce qu'ils ont tout un projet de valorisation de la langue basque, en fait, qui accompagne ce projet-là. Et donc ils accompagnent les commerçants à la fois dans l'utilisation de la monnaie et dans la valorisation du patrimoine de la région. Et du coup, il y a des chiffres qui ont été donnés sur ces monnaies-là. Et donc, par exemple, ils disent que ça a permis à 90% des utilisateurs sont devenus de nouveaux clients pour au moins un commerce. Donc, ça fidélise des clients chez des nouveaux commerçants. Et les commerçants, eux, donc il y a aussi des statistiques sur le fait que, combien de... Est-ce que c'est difficile pour eux ou pas de réutiliser leur monnaie locale dans le circuit? Ben non, il y a plus de 90% pareil qui n'ont aucun mal à faire recirculer la monnaie derrière. Donc tous ces chiffres-là qui se constituent petit à petit, ça vient un peu renforcer l'argumentaire qu'on a quand on discute avec les commerçants. Puis ça fait un retour d'expérience en fait qui permet de montrer que ça marche et que à la fois les particuliers et les commerçants qui s'intègrent dans ce réseau-là, ils trouvent un intérêt certain, en plus des valeurs qui viennent partager autour du projet. On a une idée de la masse, combien il en circule? Oui, il y a des chiffres qui sont donnés, je ne les ai pas en tête là. Là, le Shko, par exemple, en 2013, ils avaient plus de 500 entreprises et à peu près 3000 utilisateurs. Donc ça fait quand même des chiffres qui sont intéressants. Mais pas de la masse monétaire. Oui, Non. Si, la masse, je sais qu'il y a des études. on les a, mais en fait, j'ai oublié le On tableau. les a pas forcément. Ouais, j'ai oublié le... Mais ça reste encore très anodin, hein, je dirais. Hein. C'est clair. Hein. Enfin, je dirais en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, c'est pas on est à 3-4%, énorme. des choses comme ça. Ouais. Il y avait une question là qui attendait depuis longtemps. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est que vous avez dit que l'abeille date de 2010, mais vous nous avez dit que le cadre légal, enfin le cadre juridique de la monnaie locale complémentaire datait de 2014. Il y a eu un flou juridique pendant un moment. Voilà, un flou juridique. Qui a été comblé parce que justement devant la multiplication des initiatives, il y a eu besoin d'encadrer plus fortement ce qui se passait pour aussi rassurer par rapport au fait que c'était pas du détournement de fonds, voilà que... C'est bien la loi d'économie sociale et solidaire, donc ils sont censés déjà observer justement qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui est important. Et donc voilà, c'est venu logiquement avec les pratiques. Oui, mais en fait, je ne comprends pas comment ça fonctionne exactement. Enfin, ça concerne qui? Comment ça circule? Enfin, je sais que vous allez l'expliquer, mais... on va l'expliquer. En fait, ça concerne à la fois toi, n'importe qui va faire des achats
chez un boulanger, un commerçant, un artisan, une salle de spectacle. Dès que toi tu vas payer quelque part, si le commerçant à qui tu payes fait partie du réseau, tu vas pouvoir le payer en carne et pas en euros. Et après, la personne à qui toi tu as donné des sous, le but c'est de les réemployer au sein du réseau du CAM pour faire circuler l'argent sur le territoire. Tu vois, l'idée c'est toi tu fais un geste volontaire, on va dire, en prenant des cairns et en les dépensant dans un réseau. Et une fois que toi tu as fait ce geste-là, et ben en fait ça se poursuit. Et cet effort que tu as fait à un moment donné, et ben il se multiplie après par toutes les transactions qui vont naître du fait que le commerçant à qui toi tu as donné des cairns, il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Et que lui aussi va contribuer à faire tourner le réseau. On a une... Je sais pas si c'est juste là. Bah voilà, c'est ça. Du coup, ça va peut-être être un peu plus clair. Donc, à la base d'une monnaie locale complémentaire telle que le CARN, il y a un groupe de citoyens qui décident de porter un projet de lancement d'une monnaie. Ces citoyens, ils s'associent à une banque partenaire, donc nous on est associés à la NEF et au Crédit Coop, et qui en fait constitue le fonds de garantie qui permet d'assurer que toi, en tant que citoyen, enfin individu, quand tu vas déposer des euros pour les échanger contre des cartes, ces euros-là, nous, on les met pas sous un matelas ou sous un tapis. On les met dans une banque qui sont sécurisées. Et cette banque-là, donc nous, c'est la NEF et le Crédit Coop. Et en échange des euros que tu as déposés, tu obtiens, en l'occurrence, des KIAM, ici. Et les euros, pardon, oui, les euros qui sont déposés à la banque partenaire, est-ce qu'ils sont utilisés aussi dans une optique d'économie sociale et solidaire ou est-ce qu'ils sont épargnés? Comment ça... ça fait partie vraiment des grosses réflexions, effectivement, en tant qu'asso. Ça fait partie de l'objectif, en effet, voilà. Et surtout auprès de la NEF qui cible véritablement, avec ses épargnes, un épargnant peut décider de soutenir l'environnement, la culture, l'art, etc. La NEF est spécialisée, elle n'est pas encore au statut de banque parce que justement elle est assez près de l'humain, parce que c'est les premières initiatives de la NEF, c'était en Allemagne sur les travaux de Steiner, de la même manière que les écoles Steiner sont nées, le principe de la banque intelligente, tel que j'ai envie de la nommer, a été établi. Voilà, donc on est là. Ouais, et du coup, tu vois, tu as soit des projets d'économie sociale et solidaire, soit aussi on l'a pas encore fait, mais... en fait, voilà. Tous les euros qui sont déposés là, ils sont dédoublés en quelque sorte. Tu as la partie CARN qui tourne ici, et tu as la partie qui sert à l'investissement, sur lequel, le but c'est que l'asso elle puisse flécher en fait quand même. Ouais, c'est ça, vous avez un droit de regard sur la façon dont sont utilisés les euros. C'était le principe du sol au départ aussi, les euros changés en sol, c'était pour permettre à l'association de soutenir des projets, etc. Et alors, personnellement, en banque éthique, je connais que le crédit coopératif et le CADEC qui va bientôt arriver. Comment font les autres monnaies locales? Ça se situe toujours à la même banque, donc le crédit coopératif, ou il y en a d'autres du coup il y en a d'autres aussi, par exemple il y a le crédit municipal qui font... ouais, voilà, il y a une association entre banque éthique et monnaie locale au maximum. Le but de ces projets-là, c'est d'avoir du sens, et on essaie d'être au maximum cohérent, quoi. Et est-ce que c'est parce que les autres banques ne sont pas intéressées? On prend la Société Générale ou le Crédit Mutuel, est-ce qu'ils ne sont pas intéressés par cette initiative-là? Ou est-ce que vous, en tant qu'association d'économie sociale et solidaire, vous désirez passer par des banques plus éthiques, comme tu disais? C'est plus facile de réaliser quelque chose avec les bons outils, entre guillemets. Oui, mais ça pourrait être une façon aussi d'influencer des banques qui habituellement sont sur des choses purement... Ce qui influencera les banques, ça sera les catastrophes et le fait qu'on soit obligé de tout recommencer correctement. C'est bien pour ça que tous les réseaux qui se sont créés sur tous les plans et qui se créent à l'heure actuelle, les prises de conscience, tout ce qui tourne autour des événements fédérateurs comme Alternativa, etc., d'une façon plus ou moins consciente, plus ou moins large. Moi, je sais ça depuis 30 ans. Ce vers quoi on va, et si artiste, art thérapeute, si je m'intéresse à ça, c'est parce que je sais que ça sera l'obligation de la survie d'un minimum de bien-être pour certains réseaux. Parce qu'on va véritablement quand même vers des heures où il faut apprendre à redevenir autonome et à reprendre le pouvoir sur nos choix de vie, d'échange, etc. Et même si ce n'est pas énorme, puisqu'on ne cherche pas à remplacer quoi que ce soit, en tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là.
Et du coup, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que le processus de décision, justement, par exemple, avec quelle banque on s'associe, ou c'est quoi les règles de la monnaie, on a essayé de faire en sorte que ce soit vraiment un processus très horizontal et très démocratique. C'est pour ça que ça nous a pris aussi 2 ans de lancer la monnaie, ce qui a été hyper long. Mais parce que toutes ces étapes-là, elles ont été vraiment discutées. Savoir est-ce que c'est important de choisir quel type de banque on choisit, discuter avec eux, voir un peu aussi eux comment ils voient le projet, comment ils peuvent s'y associer, etc. Donc ça a été l'occasion de beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions au sein de l'asso en fait, et en échange avec les autres expériences qu'elle a déjà. Différentes initiatives issues des habitants. Voilà, il est en contact avec les habitants et la créativité peut apparaître et là c'est pris en charge par la collectivité puisqu'il y a le salaire. C'est quel type de Donc structure du coup? c'est des accorderies qui fonctionnent comme ça. D'accord, mais On en a une à Grenoble là. Ok. D'ailleurs on s'y réunit en ce moment, on a besoin d'avoir notre cas. On échange des heures, c'est ça. On échange des heures. Voilà, c'est des. Voilà. C'est du La travail. monnaie, c'est des heures. C'est une Échange sorte de de Échange services, du temps. La corderie, c'est beaucoup, voilà. Il y a une certaine pruderie, les selles touchent les biens, les savoirs et les services, mais tout ce qui est accorderie ou échange de réseau de savoir, etc., pour moi, il y a une pruderie sur justement qu'est-ce que c'est que d'échanger quand un bien ou un service, bon, bien évidemment, les idées de protéger celui qui rend le service ou les assurances, etc., c'est une chose, mais c'est beaucoup encore des blocages mentaux dans nos fonctionnements. Voilà. Enfin, il y en a pour tous. Et du coup, c'est quoi la différence par exemple entre du troc et de la corderie? Le troc, le troc c'est j'ai un kilo d'orange, toi enfin bref, autre chose, des outils, et puis ça nous intéresse et on fait affaire. Ça concerne que les choses matérielles, le troc. Ben oui, et puis par rapport, enfin le sel comme la monnaie tient compte du fait qu'on n'est pas forcément intéressé à deux sur un échange avec une même valeur. Donc de toute façon, la dimension de la valeur permet une plus grande liberté. Mais c'est vrai que, pour revenir là, on échange sur une base d'argent. Voilà. On est je ne sais pas si sur j'ai des- fini de le dire, Ouais. donc en effet, les monnaies locales, oui si je l'ai dit, les monnaies locales, en principe, qui fonctionnent bien, sont toujours associées avec des fonctionnements. On a réfléchi aussi à une époque avec un des universitaires qui est avec nous, mais il est reparti, Romaric, sur les RER, tu sais, ces échanges entre entreprises aussi, des possibilités de créer un outil numérique qui permettrait aux entreprises d'échanger entre elles. Voilà, donc ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise, on peut le faire aussi, enfin, c'est important, puisque qui va utiliser les cartes si ce n'est les citoyens, donc on va brancher les comités d'entreprise et tout un tas de dimensions où on sera conduit grâce aux bénévoles. Donc en effet, il y a toujours possibilité pour les bénévoles de venir aussi s'associer à cette création. On a une très très belle équipe, on arrive à cette création grâce à une très belle équipe. En 25 ans, j'ai jamais vu ça. Mais c'est jamais fini. Voilà. Il y avait une question. Ouais, moi je voulais savoir, est-ce que, moi par exemple je travaille dans une boulangerie, est-ce que je peux être payé en carne? Oui, ça fait partie des solutions pour que le commerçant qui reçoit des carnes écoule les carnes qu'il reçoit. Je vais juste faire un peu le petit tour du schéma. En tant que salaire. Ou en tant que salaire, ouais. Oui, en tant que salaire. Je peux recevoir, je sais pas, 5% de mon salaire en carne et le reste en euros, quoi. En seulement une partie. Toujours en accord avec l'employé et toujours en partie. Ouais. À hauteur, voilà, ça peut être l'équivalent de 20 euros, 50 euros, Ouais, etc. Mais jamais sur des portions énormes de ton salaire. Après, ça pourrait, mais voilà, il ne faut pas que le salarié se sente pénalisé par. Ouais, bien sûr. Mais c'est une question d'entente. D'accord, ouais, bien sûr. C'est ça. L'employeur, bien sûr. Mais du coup, voilà, pour expliquer comment ça marche dans le réseau, une fois qu'un particulier a échangé ses euros contre des cartes, il va pouvoir aller faire des achats chez des partenaires économiques du réseau. Par exemple, là, une épicerie. L'épicerie qui a reçu ces carnes-là, l'idée c'est que l'argent continue à tourner auprès au sein du réseau de partenaires économiques. Par exemple, où l'épicier en tant qu'individu va au restaurant lui-même payer en carne. Le restaurateur, par exemple, va chez le boucher payer une partie de ses consommations en carne. Le boucher, et voilà, la chaîne se construit petit à petit en fait. À partir du premier maillon, on arrive là jusqu'à l'éleveur qui fournit au boucher. On peut aller jusqu'au producteur de fourrage qui fournit du foin
du foin à l'éleveur. Et puis cet agriculteur lui-même aussi contribue à cette filière, à ce cercle économique. Et donc l'idée c'est que tout ça, ça tourne et qu'au maximum, les cairns qui sont introduits par les citoyens dans le réseau économique, et ben, ils tournent et ils stimulent l'économie locale à tout plein de niveaux différents en fait, auprès de tout plein de partenaires économiques différents. Et donc pour réutiliser les cairns, quand on est partenaire économique, il y a différentes manières. La première, et celle qu'on essaye vraiment de favoriser à travers ce réseau-là, c'est d'arriver à payer une partie de ses prestataires en cairn. Parce qu'eux aussi ils travaillent sur ce territoire-là, parce qu'ils adhèrent aux valeurs aussi portées par le projet. Et donc c'est vraiment la manière la plus simple et la plus évidente de réutiliser ces cairns. Il y a une deuxième manière qui est effectivement de voir avec ces employés si ils sont intéressés à recevoir une certaine partie de leur salaire en cairn. On peut aussi, enfin le patron peut aussi, ou la gérante, la patronne peut décider aussi de recevoir une partie de son salaire de cette manière-là. Une autre manière qui est de travailler avec les collectivités locales quand elles sont intéressées et que c'est possible qu'il y a des accords qui sont passés. Par exemple, là, nous, on est en discussion avec Haute-Grenoble ou GEG pour permettre, avec Actis, donc bailleur social, pour permettre de payer une partie de ces frais-là en monnaie locale aussi. Et dans les exemples de ce qui s'est réalisé à Toulouse, ils ont réussi jusqu'aux impôts. Ils ont commencé à négocier. D'ailleurs, ils nous ont envoyé le dossier pour nous expliquer comment ils s'y étaient. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Tout dépend en effet de comment on s'y met, comment on négocie. Tu as mentionné tout à l'heure que c'est comme des euros et la TVA est payée. Où dans la boucle est-ce que la TVA est payée? Alors en fait, quand le commerçant reçoit des cairns, dans sa caisse, lui, le cairn, c'est un moyen de paiement. C'est-à-dire qu'à la fin de sa journée, il a 150 € en carte bancaire, 210 en espèces, 55 en cairn et, je sais pas, et 60 en chèque restaurant. Et à la fin, lui, il fait la somme et sa comptabilité, elle est faite sur cette somme totale. Elle est faite sur l'euro. Hein. Elle est faite en euros. Et donc, le cairn, c'est juste un moyen d'effectuer cette transaction au même titre qu'une carte bleue ou qu'un billet ou qu'un chèque. En fait. C'est un support de paiement. C'est pas quelque chose de différent qui viendrait... se greffer. Ouais. C'est vraiment juste un titre, en fait, d'échange. La différence, c'est que une fois que lui, il a ses cairns physiquement dans sa caisse, pour les réécouler, il doit s'intégrer dans ce réseau-là ou payer ses salariés, etc. Enfin, trouver une manière de... La TVA est toujours payée en euros ordinaires. Et la TVA est toujours payée en euros. Donc on n'échappe pas au système d'imposition légal, en fait. Ça, c'est... Ouais. Mais du coup, quand tu dis qu'on pourra peut-être venir à payer ses impôts en cairn, mettons, est-ce qu'on ne fait pas ressortir du coup de la boucle des cairns? Ils sont obligés de garder les cairns dans le circuit aussi. Ou l'impôt local, tu vois. Mais je sens qu'on donne de l'impôt à Paris, entre guillemets. Enfin, non, mais ça sera d'impôt local. Je comprends pas comment c'est. Ah, d'accord, ok, vous impôts locaux. Ça sort pas. Ok. Mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore effectives. C'est des projets qui sont à voir. Oui, mais à Grenoble, tu vois, on est en phase. Ouais, bien sûr, c'est le début. Je comprenais pas comment ça se faisait. Mais tu vois, par exemple, il y a des partenaires économiques qui nous disent que eux, c'est compliqué de trouver des partenaires, des fournisseurs localement. Ils n'ont pas ça. Enfin, ils ont vraiment du mal à en trouver. Par contre, ils consomment de l'eau, ils consomment de l'électricité. Et ça aurait du sens pour eux de contribuer dans ce cadre-là. Et donc ça les aiderait à intégrer le réseau, par exemple. Dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Et il y a une dernière manière pour les commerçants et les partenaires économiques s'ils ont trop de cairns et qu'ils ne savent vraiment pas quoi en faire en ayant essayé d'écouler, enfin, en étant passé par ces différentes méthodes qu'on vient de décrire, ils peuvent, en tant que partenaires économiques, reconvertir les cairns en euros. C'est pas possible pour les individuels, enfin les citoyens, quoi, vous et moi. Nous, quand on échange des cairns, si moi je prends 20 cairns, il faut que je les écoule ou que je les offre, ou voilà. Mais je peux pas les retransformer en euros, ça c'est interdit par la loi.
Par contre, un commerçant qui aurait reçu trop de cartes d'un coup, qui ne saurait pas quoi en faire, il peut les reconvertir en euros avec une contribution de 2% en fait, qui permet d'après d'être réinvesti dans le dynamisme de l'association. Ça concerne principalement ceux qui sont au bout de chaîne, comme par exemple celui qui cultive son foin et qui le revend. Lui après, derrière, s'il se fait payer que en cairn, il va avoir du mal à écouler son stock. Alors du coup, lui, il va être un peu... ça va pas être forcément bon pour lui s'il doit payer 2% à chaque fois pour reconvertir, alors qu'il joue un rôle principal étant donné qu'il est en bout de chaîne. Bien sûr. Oui, sauf qu'il va sur le marché, il a ses copains producteurs qui peuvent faire partie du réseau. Enfin voilà. Puis après, de toute façon, en effet, pour chaque entrepreneur ou chaque commerçant, il lui faudra évaluer en effet quel va être le volume, le volume qu'il peut accepter, parce qu'il faut que ce soit dit qu'un commerçant peut dire à un moment, en ce moment, je ne peux pas revenir. Enfin, voilà, je fais partie du cairn, mais j'attends le mois prochain pour en réaccepter parce que j'ai atteint mon quota. Après tout, ça, c'est un des principes. Pardon. Non, vas-y. Un des principes, c'est aussi de recréer du lien entre. Quand on réalise ces échanges-là. Et du coup, qu'un commerçant vienne à expliquer que ce mois-ci, il a déjà eu le temps et que du coup, il ne peut pas en prendre, ça fait aussi partie de la démarche, en fait, d'expliquer comment ça marche, comment est-ce que lui, il le réutilise, avec qui il commerce, etc. Et donc, ça recrée du lien et ça fait partie des valeurs, en fait, du projet aussi. Et donc, il n'y a pas de problème à dire, ce mois-ci, c'est pas possible, quoi. Et pour des gens, des commerces qui seraient vraiment complètement en bout de chaîne, avec zéro possibilité de faire quoi que ce soit, en tant qu'association, on cherche aussi à faire en sorte que ça marche. Donc il n'y a rien qui est complètement rigide et tout est discutable. Et voilà, le but c'est que ça ait du sens et c'est pas d'avoir des règles absolues qui... Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de bout de chaîne. Bah oui. Normalement, il ne devrait pas y avoir de bout de chaîne, effectivement. Mais au début, voilà, il risque d'y en avoir. Donc à l'association d'être attentive pour pouvoir justement accompagner ou accepter quelqu'un quand on sait à peu près comment il va pouvoir faire son réseau. Mais c'est vrai qu'un des gros enjeux de l'asso, c'est d'arriver à tisser ce réseau, en fait. Et pour ça, on a besoin à la fois que... il y a des partenaires économiques qui se lancent en disant pour l'instant je sais pas bien ce que je vais en faire, mais j'imagine bien que ça va être possible. Et donc j'y vais, et puis petit à petit que ça se diffuse, et puis que ça finisse par avoir vraiment du sens au niveau du territoire. Et ailleurs, du coup, ça se passe comment en termes de reconversion? Vous parliez de Toulouse tout à l'heure, ou de la Gonette à Lyon. Ça arrive souvent? Il y a différentes possibilités. Il y a des films, pour ceux qui ont vu Demain, je sais pas quoi, il me semble qu'à un moment il y a un témoignage comme ça, où un commerçant est bien content de payer parce qu'il sait qu'il soutient des projets qui l'intéressent et qui dynamisent son territoire, même s'il paye une taxe. Nous, parmi toutes les modalités techniques de gestion de la monnaie, la seule chose qu'on a gardée, c'est les 2%. Mais il y a des monnaies, il y a des territoires où ils ont prévu beaucoup de choses pour stimuler, pour empêcher, etc. Là, la politique à Grenoble, c'est d'être assez ouvert, mais bon, c'est associé à la maturité des pratiques. On se rend compte que finalement, quand les gens sont intéressés ou inspirés, il n'y a pas besoin de trop les guider avec des bâtons pour le taper sur. Mais sur cette histoire de reconversion, en fait, un peu tous les cas de figure. Il y a des monnaies où il n'y a pas du tout de taxe à la reconversion, donc elle est à 0%, et ça monte, je crois, jusqu'à 10%. Et en fait, c'est vraiment chaque monnaie qui se positionne en fonction de ce qui fait sens pour ceux qui portent le projet. Là, 2%, ça a été choisi pour dire, symboliquement, on cherche à faire que la monnaie, elle circule, et donc on incite quand même à ce que les partenaires économiques ils s'investissent dans le réseau, mais on la met quand même modérée pour pas que ce soit pénalisant et pour surtout pas que ce soit un frein à l'adhésion. En fait. Je comprends l'intérêt de la profusion des monnaies locales, plus il y en a, plus on stimule l'économie locale, mais est-ce que ça ne crée pas une forme d'exclusion? C'est-à-dire que tous les gens qui habitent en périphérie des contraintes géographiques des monnaies locales, pour qu'il y ait à peu près tous les maillons de la chaîne, et du coup, eux, s'ils veulent acheter ou vendre géographiquement au plus près, s'ils sont à l'intersection de la monnaie locale lyonnaise et la monnaie locale grenobloise,
Et Donc, c'est ça le- va créer quand même beaucoup de frontières un peu partout. C'est non, pas obligé, parce que tout est souple. Enfin, je veux dire, de la même manière que de temps en temps, on utilise les chèques déjeuner ou l'argent ou d'autres. Tout à l'heure, Émilie a dit, par rapport au territoire, c'est pas fermé. On a posé quelque chose, mais si un commerçant se retrouve entre la Gonette, le Cairn ou les fans du côté de Chambéry, eh ben, il peut parfaitement aussi, il rajoutera simplement, il aura 2 monnaies locales, pourquoi pas. Il faudra peut-être qu'il jongle un peu plus, mais il peut y avoir du sens qui circule à ce moment-là. De toute façon, rien n'est figé, c'est vraiment à la création et aux besoins en fonction. Si ça a du sens, c'est qu'il y aura une écoute pour savoir s'il y a des solutions Mais souvent, à ce genre de cas de figure. les commerçants, ils sont assez au clair par rapport à ça. Ils savent bien de quel côté leur attractivité économique, en fait, elle se dirige. Et en général, tu vois, là, quand on était dans le Trièvre, par exemple, ils savent de quel côté ils sont polarisés, quoi. S'ils sont plutôt polarisés vers Grenoble, enfin, tu vois. Et donc, ils voient bien de quel côté ils préfèrent contribuer, s'ils ont envie d'adhérer à une monnaie locale. Et effectivement, il n'y a rien qui n'empêche d'en combiner plusieurs. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la monnaie locale, c'est surtout en fait un symbole pour faire prendre conscience aux gens de l'importance qu'il y a aujourd'hui de désolidariser de l'euro dans sa face un peu noire, et de consommer local et d'aller plutôt à la brasserie ou à l'épicerie du coin plutôt qu'au McDo ou au Carrefour. Qu'est-ce que ça ajoute en plus que cette prise de conscience collective? Parce que moi, je pensais que c'était par exemple possible, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais de se dédouaner de la TVA, étant donné qu'on fait des échanges de particulier à particulier de façon locale. Mais bon, a priori, j'imagine que c'est pas possible. Mais oui, j'imagine que c'est pas possible, surtout après la loi de 2014. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça apporte vraiment en plus? C'est déjà énorme, hein, d'avoir un symbole là-dessus, c'est déjà super. Est-ce qu'il y a Une pratique, c'est pas qu'un symbole, ça devient une pratique, ça permet à des gens de se rencontrer, à des activités de se nourrir bien davantage. De se nourrir bien davantage. En tout cas, il y a une augmentation par rapport à ce niveau de sang, par rapport à cette circulation locale qui véritablement prend du sens pour les écolos. Bon, c'est intéressant aussi de s'apercevoir qu'on va plus faire des kilomètres parce qu'on a trouvé plus près ce dont on a besoin. Voilà. Et dans toutes les dimensions, on pourrait trouver des exemples comme ça. Mais du coup, ce que tu décris, tu vois, c'est un peu le fonctionnement d'un label, par exemple. Où toi, tu irais dans tel magasin parce que tu sais qu'il a telle et telle valeur. Mais sauf que là, en fait, tu vois, ce label, en gros, il est entre ce premier maillon individuel citoyen et ce premier commerçant. Tout ce qui se passe après, en fait, tu sais pas ce qui se passe après. Les euros que tu vas donner à ce commerçant, que tu sens, toi, bien en correspondance avec tes valeurs, et ben peut-être qu'il les redépense d'une manière... Enfin, tu vois, tu sais pas du tout ce qui s'engage derrière. La monnaie locale, ça permet d'enclencher aussi ce cycle qui va prolonger ton geste, en gros, sur bien plus qu'un pas. Mais si chaque maillon de la chaîne respecte un label, qui est par exemple le label local, un nouveau label local, est-ce que ça pourrait ne pas marcher en fait? Parce que je veux dire, en bonus en fait que pourrait apporter, on va dire, la monnaie locale, est-ce que par exemple on pourrait pas, c'est un exemple, mais aller vers des prix dégressifs, étant donné que du coup c'est un bon facteur d'économie locale, donc ça engendre du coup plein de choses. Et du coup, il y a plus de volume qui est fait localement, plus d'achats qui est fait localement aussi, donc des baisses de tarifs aussi. Ça, c'est pour manger complètement mieux. envisageable, ça c'est complètement envisageable. Et c'est chaque commerçant qui est libre de dire si vous me payez en carne, il y a tant de pourcents de restaurants. Voilà. Ça, c'est complètement possible. Et après, c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils veulent utiliser la monnaie, mais dans l'idée, oui, parce que les retours d'expérience, ils montrent que quand même, en termes de fréquentation et les partenaires économiques, ils ont aussi un intérêt à contribuer à adhérer à ces réseaux-là. Donc oui, ça fait partie des choses qui sont stimulantes pour eux. Aussi. D'autres questions? Oui, dernière. Sur l'histoire de mettre des sous dans... Enfin, le commun des mortels, il va convertir des euros en termes, et il ne sera pas payé en termes.
Donc c'est dans un seul sens. Ouais. Donc ça rentre. Et en fait, le seul moyen que ça ressorte, c'est pour les partenaires avec une taxe. Donc comme ça, vu comme ça, en bilan global, on a l'impression que c'est un trou, quoi. Alors peut-être qu'il y a un usage, certes, mais comment ça se fait que ça s'accumule pas, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de plus en plus de monnaie locale en circulation, qui ressortent jamais. Qui ressort jamais, oui, c'est vrai. Bah, après, ce qui se passe ailleurs, il devrait y avoir une masse monétaire. Moi j'imagine c'est que la masse monétaire elle est énorme en fait. Je vais en acheter. Ouais. Et puis voilà, je les aurais mis dans le circuit et ils vont y rester. Enfin, normalement, ils sont faits pour y rester. Oui, c'est ça, ils vont aller dans la banque partenaire pour. Ouais, voilà, mais ça va être des cairns, quoi. Ouais. Qui ne redeviendront jamais des euros, enfin, on espère qu'ils ne redeviendront pas trop des euros. Voilà, c'est ça. Le but, c'est qu'ils ne deviennent pas trop Donc, des euros et que finalement. D'accumulation, en fait. Que la masse de monnaie locale en circulation sur le territoire, elle soit croissante. Ouais. Ça, c'est le but. Mais parce que tout à l'heure, on avait dit qu'il n'y a pas des masses énormes. Et bon, mais dans la pratique actuelle, moi j'ai tendance à penser que le cairn fera un pas par rapport à ce fonctionnement-là. Enfin, c'est pas uniquement pensé, c'est tout ce que j'observe depuis un certain temps. Voilà. Je pense que, et en effet, voilà, en tout cas, commençons, puis on verra bien. Mais il faut bien se rendre compte que... Mais du coup, c'est voué pour stagner. C'est voué à stagner à un moment et à s'arrêter. C'est-à-dire quoi faire si nous on met dedans, quand même, au bout d'un moment, s'il n'y a plus que des cairns, c'est plus des entreprises locales et tout. Oui, alors, non, mais du coup, en fait, juste. Il y a un équilibre qui se fait à un certain moment, quel que soit celui-là, mais c'est quand même voué à s'arrêter un moment. Ouais. Pour avoir quelques chiffres. Du coup, il faut que ça ressorte d'un côté. Non, la seule façon que ça ressorte, c'est que pratiquement de plus en plus partout, en effet, on utilise du local, on revienne à du sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'international. Le commerce équitable ailleurs, à l'autre bout de la planète, est peut-être à soutenir. Mais voilà, le local, de toute façon, c'est... si en effet, si ça bloque, ça veut dire que tout le monde y est et qu'on a transformé le sens de nos échanges et qu'on est devenu... et que du coup, tu seras payé en pierre. Parce que tu feras partie toi-même d'un système qui aura... Effectivement, si tu décris un système 100% cairn, tout ton salaire sera en cairn, mais celui de ton voisin aussi, etc. Et, voilà, et là, ça bouclera complètement la boucle. Mais les chiffres qui circulent et qu'on donne dans ces circonstances-là, c'est de dire il y a 2% des transactions monétaires à peu près au niveau mondial qui concernent de l'économie réelle. Tout le reste, c'est des transactions financières qui s'échangent sur les marchés boursiers, etc. Donc ça représente des masses d'argent qui sont colossales et que moi, j'arrive pas à imaginer, par exemple. Donc avant qu'on atteigne saturation de ces échanges-là, on a quand même de la marge en termes de projet de territoire. Ouais. J'aurais une question par rapport au support. On est d'accord que c'est que du physique, il n'y a pas une version digitale du cairn. Pas encore, c'est le projet. Ok. Chaque monnaie, il y a différents systèmes qui ont été choisis par les monnaies en fait. Donc nous, c'est des billets. Je ne sais pas si vous on lance des billets, oui. On doit avoir un visuel après, on va revenir là-dessus. Je reviendrai après là-dessus. Ouais, non, en fait, non, on les voit pas bien. Ça, c'est les nouvelles planches à billets qui vont être mises à disposition. Je reviendrai là-dessus après. Les billets, ils ont deux rôles. D'abord, c'est le support physique d'échange et aussi c'est un support pédagogique qui est hyper important pour l'asso, pour la diffusion de la monnaie, pour la diffusion du message. Quand tu vas à la boulangerie et que la personne devant toi, elle sort des billets que tu n'as jamais vus et qu'elle ressort avec du pain, tu te demandes un peu ce qui se passe et comment ça se fait, quoi. Et donc c'est un moyen d'engager la discussion et de commencer à sensibiliser en fait simplement les gens. Et donc il y a eu toute une réflexion aussi au niveau associatif sur la charte graphique, les valeurs qui étaient transmises par les billets, les messages, etc. Donc ça c'est le système qui va être lancé là dans les semaines qui arrivent. Enfin, dans le Trièvre, à Mince, ouais, on a les dates à la fin. On va les donner. Ouais, on vous les donnera après. Et l'idée, c'est que d'ici, dans le courant de l'année 2018, il y a un système électronique qui soit mis en place, notamment parce que pour les professionnels, il y a énormément de leurs transactions auprès des fournisseurs, des fournisseurs qui se font par virement en fait. Et c'est assez rare qu'ils se baladent avec des mallettes de billets avec 3000 cairns pour aller payer leur fournisseur. Donc l'outil numérique sera utile.
Donc à ce stade-là, effectivement, c'est pour ça que le numérique il serait quand même intéressant à développer et qu'il y a un groupe de travail spécifique qui réfléchit à ces questions-là. Ça existe ailleurs, un outil digital Ouais. Et c'est utilisé exclusivement par les partenaires économiques ou c'est... Non, ça peut être aussi les partenaires, enfin les individuels. Et donc soit tu as des systèmes avec des cartes type carte bleue, soit tu as des systèmes via des applications SMS ou des applis sur téléphone, smartphone, etc. Donc il y a différents systèmes qui existent. Le but c'est d'essayer que ce soit pas trop cher. Parce que s'il faut installer par exemple un boîtier qui coûte 100 € chez chaque commerçant qui est partenaire et qui veut accepter le paiement numérique, voilà, au niveau budget ça représente des choses qui sont importantes, donc il faut voir si le fonctionnement de l'asso le permet ou pas. Il faut que ce soit pratique pour les utilisateurs. Donc est-ce que, tu vois, il y a des questions de qui est-ce que tu exclus quand tu choisis un système complètement sur smartphone par exemple, ou qui est-ce qui a accès, enfin voilà. Il y a toutes ces réflexions-là qui sont en cours par rapport au paiement électronique. Tout en sentant bien que c'est quelque chose qui est important à développer parce que ça permet des transactions que le support monétaire limite. C'est important, mais enfin c'est vrai que ça coûte cher. À Grenoble, enfin le sol en règle générale a capoté parce qu'en effet il y avait Chèque Déjeuner, La Massif et je ne sais plus qui étaient partenaires qui étaient censés faire le back-office et permettre justement cette technologie. Et c'était la 17e roue du carrosse qui fait que les commerçants n'ont pas pu suivre. Et parmi les choses, les raisons pour lesquelles le sol s'est arrêté dans la région, c'est à cause de ça. Donc c'est en effet très intéressant de le faire, mais voilà, il va falloir équilibrer les besoins et les moyens. Tout dépendra aussi de l'implication des partenaires, des entrepreneurs, parce qu'on a quand même quelqu'un au CNRS qui m'a dit récemment qu'au niveau de certaines entreprises, on était très conscients quand même, on avait envie de cela. Donc si ils sont assez conscients et qu'ils ont des moyens, ils les mettront aussi peut-être pour aider à la technologie qui va avec. Voilà, on peut espérer que nous on s'y est mis en tant que bénévoles à la base, et les entreprises pourraient pourquoi pas s'y mettre aussi. Tout dépend de leur degré d'implication de conscience. Donc c'est en réflexion. Il y a beaucoup de commerçants qui sont partants. Alors là, les derniers chiffres, on est à une trentaine de commerçants adhérents, sachant qu'on en a rencontré plus de 400 et que sur ces plus de 400, il y en a environ 200 qui sont intéressés, très intéressés. Donc en fait, le changement de... Jusqu'à il y a peu de temps, on était l'association de lancement du CARM. C'était une association qui avait vraiment pour vocation de préparer ce système-là. Et donc l'AG, tu te souviens quand c'était ? C'était au mois de juin, voilà. mai-juin. Donc en mai-juin, la nouvelle association de gestion de la monnaie du CARM a été lancée. Et donc les partenaires économiques ont pu commencer à adhérer depuis finalement cet été. Donc là, on est dans cette phase de vraiment de sollicitation du réseau, d'implication et d'adhésion des partenaires. Donc là, voilà, on en est à une trentaine. En termes d'adhérents, on a 200 adhérents utilisateurs, individuels, citoyens, en tant que personnes individuelles, et à peu près 2000 sympathisants entre la newsletter, les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent régulièrement. Donc, et voilà, et le but c'est vraiment de faire monter en puissance le réseau de partenaires économiques. La métro l'année dernière, donc à la même époque, avait fait un audit. Et suite à ça, donc, une subvention pour le fonctionnement de la première année de 35 000 € a été votée. Donc voilà, c'est véritablement quand même un projet qui démarre avec des possibilités sur tous les plans nécessaires à un projet viable. On verra ça comme ça. On verra pour la suite. Moi, je suis confiante, mais... Cet audit, en fait, c'était une étude de faisabilité qui a évalué un peu le potentiel du territoire en termes notamment de partenaires économiques pour accueillir le projet et de voir un peu comment c'était reçu. Et donc les conclusions étaient positives vraiment, et c'est ça qui a décidé aussi les collectivités à soutenir le projet. On a fait un crowdfunding aussi, et c'est celui-là qui paye l'impression des billets que l'on va lancer mi-octobre. Et donc les billets, il y a 6 coupures. Il y a 1 cairn, 2 cairns, 5 cairns, 10 cairns, 20 et 50. Voilà. Et donc, avec toute une réflexion sur leur design qui est assez... Un groupe qui a travaillé pendant plus de 6 mois là-dessus. Et un autre sur l'achat graphique de la communication.
Et du coup, en termes vraiment de messages clés sur pourquoi est-ce que c'est intéressant et quelles sont les valeurs qui sont soutenues par ce genre de projet. Déjà, il y a l'idée du dynamisme économique local et d'aller vraiment soutenir les commerçants qui sont sur ce territoire du bassin de vie de Grenoble et de valoriser les savoir-faire, les produits qui s'échangent sur ce territoire. Il y a aussi une volonté écologique de limitation des transports, tout simplement, et du coup d'avoir un impact sur la qualité de l'environnement au travers de ce levier économique. Pardon. Et il y a vraiment cette aussi volonté de lien social, de discussion, d'échange. Et justement, les selles ont commencé à l'époque du franc, et dans les réunions X et les politiques des associations, c'était très très difficile de savoir, sur les marchés, quand on échangeait, beaucoup de gens avaient besoin de se raccorder à la valeur du franc, et il y avait des calculs d'apothicaire, et un point je ne sais pas combien, enfin bref, c'était très très difficile. Je veux dire, il faut être rentré dans la pratique de la valorisation d'échanges, et c'est pour ça qu'en effet, ça serait bien qu'on en revienne au gratuit. Mais nous sommes à une époque où tout le monde compte avant de compter version théâtre ou version... Mais c'est pour ça que l'échange d'heures, ça marche, parce que tu peux pas fabriquer tes heures en plus de celles que tu as indépendamment de toi. Tu peux pas décider de donner 26 heures par jour. Donc c'est pour ça que les heures, tu peux les échanger. Oui, bien sûr. Non, mais oui, je voyais ça naïvement comme aussi quelque chose qu'on aurait pu faire circuler vraiment chez les gens les plus démunis, en fait. En fait, ces réflexions sociales, elles font aussi partie des questions qu'on se pose. Et du coup, nous, tu vois, là, on travaille avec Actis, donc en valeur sociale, avec les différents CCAS de Grenoble, il y a des réflexions aussi avec certains centres de réinsertion, pour voir comment est-ce que la monnaie locale, elle peut être le support de projets solidaires. Et donc ça, c'est des discussions qu'on a avec eux. Le but, c'est... tu vois, il y a des solutions, par exemple, de bonification sur critères sociaux qui peuvent être imaginées, hein. Mais ça doit être imaginé et ça doit être discuté et ça doit être créé. Si pour l'instant on en est au stade de discussion avec ces partenaires-là, il y a des choses qui peuvent être imaginées sur des tarifs solidaires, sur les paniers, tu sais, qui s'échangent déjà au niveau des CCAS, etc. Tout ça c'est possible en fait. Et actuellement on a une service civique là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Julia. Et qui est là justement pour travailler, enfin vraiment son sujet c'est les aspects solidaires et sociaux de ces monnaies-là. Et donc elle va employer pas mal de son énergie et de son temps à réfléchir à ça. Donc ça fait partie des questions qu'on traite sans remettre en cause le système entièrement de la manière dont tu le proposes au travers de tes questions. D'accord. Mais si tu as des idées ou des... En fait, je me demandais, par exemple, le gouvernement, à l'échelle étatique, il a le droit de décider de distribuer des allocations, des revenus minimum. Est-ce que du coup, c'est pas négociable, soit avec la banque, soit même directement avec l'État qui régule tout ça, de dire que chez les gens les plus démunis, finalement, avec 1 euro, ils ont beaucoup plus qu'un Kern. Je pense que tout est imaginable en fait. Après, c'est des négociations qu'il faut monter petit à petit en montrant déjà que le projet il est crédible, il est solide et qu'il marche. Oui, donc il faut d'abord lancer le truc. Donc il faut lancer le truc. Et petit à petit, après, c'est clair que ce genre de... Pourquoi pas, pourquoi pas, on peut l'imaginer, mais enfin bon, quand on voit quand même malgré toutes les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, je doute fortement que ce soit les volontés claires des politiques que nous avons laissé élire cette fois-ci qui fassent cela. Mais ça n'empêche, de toute façon, ça évoluera, c'est clair, parce que ça va en effet complètement se déliter et tout ce que l'on aura préparé en amont pourra se mettre en place et toutes ces bonnes idées se réaliser. Pour l'instant, attendre beaucoup. Par contre, des collectivités locales et être capable de, pourquoi pas, de négocier avec des trésoriers, etc., au coup par coup, enfin, on sait que c'est possible, bien évidemment. Au niveau national, on n'y est pas encore. Au niveau des commerçants, il y a un intérêt financier à adhérer à ça. Alors donc les commerçants, eux, l'intérêt Ils vont avoir des gens plus fidèles peut-être. Ouais, les retours d'expérience de Lochko par exemple, c'est effectivement des clients nouveaux qui n'étaient pas du tout habitués à venir chez eux et qui poussent leur porte pour la première fois et qui du coup après deviennent
sont fidélisés. Et du coup, ça c'est un argument qui est intéressant, ouais, qu'il y en a beaucoup qui voient un vrai intérêt en termes de fidélisation de la clientèle. Après, il y a aussi tous les aspects valeurs. En fait, les commerçants qui partent là avec nous pour l'instant, ils croient au projet pour les valeurs qu'ils soutiennent. Et en plus, ils espèrent attirer une clientèle et la fidéliser au-delà de leur clientèle habituelle. Il y a les deux volets. Voilà, ils font la valeur de leurs produits. Voilà. Ouais. Aussi. Ouais. Et puis pour leur ancrage local. Enfin, j'avais été discuter là avec un torréfacteur il y a quelque temps qui se désolait de plus être attractif, enfin de se sentir moins attractif, parce que c'était le torréfacteur du quartier par exemple, et en fait le fait de rentrer dans ce réseau-là, lui ça peut lui permettre de gagner en visibilité. Et moi par exemple, la prochaine fois que je vais acheter du café, j'irai peut-être chez lui et j'avais pas le réflexe du tout d'y aller à la base en fait. Donc voilà, c'est ce genre de démarche qui est favorisée en fait. Comment on fonctionne actuellement? Donc on vous l'a dit, l'association a changé. Maintenant on n'est plus l'association de préfiguration du lancement, on est l'association qui porte cette monnaie locale et citoyenne du CAM. On est à peu près 80 membres à être actifs sur vraiment le fonctionnement, l'animation des réunions, etc. Mais il y a du monde derrière, 300 adhérents, à peu près 2000 sympathisants. Et donc on s'organise avec un comité de pilotage, donc ça c'est 17 membres qui sont vraiment la structure porteuse décisionnelle, qui s'occupe de l'administratif, des relations avec les banques, etc. Et par contre, tous les adhérents peuvent participer au comité d'orientation qui donne les grandes orientations et les grandes... c'est là où sont prises les grandes décisions en fait, qui concernent les valeurs et puis ce vers quoi on tend en tant qu'association qui porte cette monnaie locale. Et la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est concret, on se lance le 24 septembre. Donc, dans le Trièves. Dans le Trièves. À Grenoble, on fait le 15 octobre. Ouais, l'inauguration est un petit peu plus tard. Octobre. Donc, ouais, donc ça arrive. Vous allez bientôt pouvoir voir les vrais billets et commencer à les utiliser si vous voulez rejoindre ce réseau. Il y a différents groupes de travail qui font partie de l'asso, des gens qui travaillent sur les partenariats bancaires, sur les outils de com, sur l'identité visuelle, etc. On est toujours prêt à accueillir toutes les bonnes volontés, il y a toujours besoin de bénévoles. Si ça vous intéresse, si vous avez un petit peu de temps, beaucoup de temps, des compétences diverses et variées, il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre. On peut venir en n'en sachant pas beaucoup parce qu'on apprend très vite finalement si on est intéressé. Ouais, complètement. Les gros réseaux, les gros nœuds là, de besoins en bénévoles, ils se concentrent sur l'idée d'aller rencontrer les partenaires économiques, d'aller faire ce démarchage, d'aller sensibiliser, faire des réunions d'information, etc. Là, on est vraiment sur de la diffusion, en plus de tous les échanges. On a une là-dessus, mais c'est vrai que voilà, il y a... L'ensemble des bénévoles donne quand même aussi énormément, donc il y a vraiment voilà, le réseau, la monnaie vivra si un certain nombre de personnes s'y intéressent et se passionnent. Et donc c'est très ouvert. Vraiment, et c'est structuré au niveau du territoire en groupes locaux, parce que le territoire est grand. Enfin, donc ça c'est la carte que je vous ai présentée tout à l'heure. En gris c'est l'Isère. Donc vous voyez que le territoire que couvre le CAM, il est grand, ça fait à peu près 2/3 du département. Et donc chaque petit bout de territoire, en fonction des envies des gens qui y habitent et puis de l'énergie qu'il y a à cet endroit-là, se constitue en groupe sur une entité géographique plus ou moins définie. C'est pareil, c'est plutôt au bon sens que vraiment strict. À Grenoble, on a une quarantaine, c'est là où on a le groupe qui a été le plus fort en nombre, mais sur le territoire, il y a plein d'autres groupes, là il y en a 8 qui sont déjà en action. Il y en a d'autres qui sont en préfiguration au fur et à mesure des réunions d'information qui prennent sens un peu sur ces territoires. Donc voilà, à Tulin, il y a un groupe où ils sont une dizaine, dans le Trièves, ils sont très actifs aussi, ils vont lancer la monnaie en premier ici. Voilà, vous avez vraiment tous ces groupes-là qui dynamisent le réseau et qui permettent d'avoir un relais local. Pour aller voir les commerçants, c'est aussi plus facile parce qu'on est plus proche. Enfin, voilà, tout ça, ça a un sens pratique, quoi, en fait, et qui se fait petit à petit. Voilà. Certains des représentants des groupes locaux donc participent au comité de pilotage. Certains, pas tous. Ouais. Oui, le but du comité de pilotage, c'est de représenter la diversité du territoire, à la fois en termes
d'utilisateurs et de partenaires économiques, et puis d'entités géographiques. Comment il est choisi, le comité de pilotage? Il a été élu à l'AG, Oui. en fait. Et tous les ans, il va être réélu en fonction des candidatures. Et donc, il y a un équilibre, il y a un nombre de sièges pour les partenaires économiques, un nombre de sièges pour les individus. Il faut qu'il y ait un équilibre géographique qui soit respecté. Voilà, il y a un ensemble de règles comme ça. Il y a aussi un comité de vitalité démocratique qui suit ce qui se passe dans l'asso et qui essaye de faire en sorte que les décisions elles soient prises avec le maximum de bon sens et d'inclusion possible de différents intérêts et des différentes personnes qui participent au projet. Enfin, voilà, il y a cette attention aux valeurs qui est portée par ce groupe-là aussi en particulier. Et voilà, donc ça devient concret comme on le disait, le 24 septembre dans le Trièvre, donc là c'est à l'occasion de la fête de la transition. Donc c'est l'événement, ouais c'est ça. Ouais. C'est quelle foire ça s'appelle cette année là l'événement. Et donc ils sont très, très dynamiques et ça y est, c'est en train de se préparer concrètement. À Cullin c'est le 7 octobre. Ils sont d'ailleurs présents sur le marché bio de Mince le mercredi, tous les mercredis. Pour sensibiliser, etc. À Tullin, ils profitent de la fin de la semaine de la transition pour que l'événement de clôture soit associé au lancement du Cairn à Tullin. Et nous, le 14 octobre, du coup, il y a la fête de lancement du Cairn. Avec le matin, c'est la journée. Ouais, et puis il y a la journée porte ouverte à l'Éléphant aussi, où donc on aura un stand de sensibilisation et puis on participera au comptoir. Ouais, l'Éléphant. La première confrérie était sur l'Éléphant, petite parenthèse. Donc rappelez ce que, oui, en deux mots, rappeler ce que c'est que l'Éléphant. C'est un supermarché coopératif. Le principe c'est de supprimer les maillons entre le producteur et le dernier distributeur, et de remplacer au maximum les employés par des bénévoles qui donnent 3 heures de leur temps par mois et qui se relaient pour ouvrir un supermarché aux mêmes horaires qu'un supermarché normal, mais en proposant des tarifs avantageux et des produits locaux ou locaux et bio, moins chers puisque il n'y a pas de salaire à payer. C'est bien. Alors pour l'instant, ils ne sont pas assez nombreux pour ouvrir un supermarché, donc ils en sont à l'épicerie, qui du coup nécessite moins d'employés, et c'est derrière le Intermarché de Poche. Voilà. C'est Roussel Ingrave. Ils ont ouvert En juin. Ouais, en fait non, ils viennent d'ouvrir, c'était la semaine dernière. Alors je sais pas si les horaires sont les mêmes, mais la semaine dernière c'était vendredi 10h-20h et samedi 10h-20h. Voilà. Donc pour le lancement du Cairn, on fait quelque chose avec eux. Ouais, le matin on sera là-bas. Et l'après-midi, il y a un événement festif, il y a une chasse au Cairn qui est organisée sur Grenoble. Donc là, on est c'est un escape game en fait, qui est proposé en partenariat avec Challenge Zero, qui ont fait les gros événements sur la ville, là, des chasses au trésor en plein air. Donc il y aura des parcours comme ça qui seront organisés. À 17h, il y a un marché de producteurs avec des brasseurs, des producteurs locaux, etc. Au Jardin de Ville. Au Jardin de Ville, oui, tout à fait, qui va être proposé. En espérant qu'il fasse beau. Et puis après, il y a des événements festifs, concerts de gospel, concerts en soirée. Ouais. Donc le 14 octobre, ça va être une journée festive et pleine d'événements auxquels, bien sûr, on vous invite fortement à participer. On fera circuler la monnaie sur les ça il y aura se des passera. food trucks et on va expérimenter le fait de déjà faire circuler des nouveaux billets lors de cette fête. Voilà, c'est ça. Donc ça arrive. Avec un comptoir de change. Avec un comptoir de change, vous pourrez échanger vos euros contre et des autre cartes. nouvelle, nous avons tenu un local rue Trécloine qui en principe sera peut-être ouvert. Sera peut-être ouvert au moment de l'inauguration. C'est ça, un local qui servirait de comptoir de change, c'est ça? Ouais, comptoir de change et puis aussi d'accueil des charges d'émission. Actuellement, ils sont à la Grande Rue de Grenoble, mais bon, si on a un local. Mais il n'y aura qu'un endroit pour acheter des cairns? Ah non, celui-là en fera partie, mais il y en aura d'autres qui seront définis.
En fait, quand on discute avec les commerçants, en fonction de... Il y en a qui sont intéressés à devenir comptoir de change. Donc ça, c'est selon leur motivation et leur possibilité. En fait, ça leur demande d'avoir une deuxième caisse séparée. Et ça leur prend un peu de temps. Et donc, les Léfans, par exemple, étaient intéressés. Il y a, à Championnet, il y avait aussi un magasin de ski qui était intéressé. Et peut-être que le crédit coopératif pourrait, sur certains de ses, sur ses emplacements à lui, réaliser aussi ces transactions de comptoir de change. Il y a différentes solutions qui sont à l'étude, mais le but c'est que ce soit pratique et qu'il y ait un maillage aussi local qui permette aux gens d'aller échanger leurs euros sans que ce soit une contrainte rédhibitoire. Donc voilà, tout est fait pour que ça facilite les transactions. En effet, la base, c'est que chacun, en tout cas pour échanger du cairn, il faut devenir adhérent. C'est ça. Et l'adhésion? L'adhésion individuelle, elle est à 5 €, plus prix libre. Voilà. Sachant qu'on a essayé de la mettre au plus bas pour pas que ce soit excluant, tout en étant d'accord que 5 € ça peut aussi représenter de l'argent pour certains. Mais en donnant des indications sur nos prix d'équilibre aussi. Et donc en disant, si vous donnez 5 €, ça permet d'adhérer, mais voilà. Si vous donnez 10 €, ça permet d'adhérer et de contribuer par exemple à l'impression, l'impression des billets c'était un crowdfunding différent, mais de contribuer à notre équilibre économique. Et voilà, si vous donnez 10 €, ça finance aussi un poste d'un salarié sur l'année qui permet. On va avoir un local, comme ici, il va bien falloir payer le loyer. C'est ça. De toute façon, il y a toujours un minimum de frais. Mais donc après, ça c'est à chacun de voir ce qu'il veut donner en plus de ces 5 € là. Et du coup, ça c'est une des manières de contribuer au projet en le soutenant financièrement et en contribuant à son modèle économique, sachant qu'on vise à terme, au bout de quelques années, une autonomie vis-à-vis des subventions. C'est l'objectif du modèle économique du projet. Et qu'après, au-delà de ces aspects économiques, il y a besoin de toutes les énergies, toutes les bonnes volontés. Et donc, si vous avez envie de contribuer au Cairn, les groupes locaux sont vraiment là pour vous accueillir et puis pour profiter de ce temps et de cette énergie-là. Et puis après, même juste en discutant autour de vous, en parlant à vos commerçants, en parlant à vos amis, c'est aussi une bonne manière de contribuer au développement de ce projet-là, puis en utilisant les Cairns dès que ce sera possible. Voilà. Et après, vous avez deux petites adresses internet. Ça, c'est le site sur lequel vous avez toutes les infos, toutes les actus du projet, sur lequel vous pouvez adhérer en ligne aussi si ça vous intéresse. Et puis l'adresse mail qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour des questions, des sollicitations, des relais d'informations, de conf. Pour recevoir une newsletter par mois. C'est ça, et la newsletter qui est aussi disponible sur le site internet. Voilà pour ces infos.